Salut, moi c'est Giaco. Et vous me croyez si je vous dis que Blue ont sorti un concurrent légitime au numéro 1 des micro-radios? Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, il n'est pas impossible que suite à mes vidéos sur le Yeti et le Yeti X, vous en soyez venu à la conclusion que je faisais un blocage sur la marque Blue Microphones. Nombreux commentateurs aigris sous ma vidéo sur les Scarlett ont d'ailleurs tiré une conclusion identique par rapport à Focusrite. Sauf qu'ils ont tort. Comme d'habitude, la vérité est souvent bien plus nuancée. Au même titre qu'il est débile de descendre l'entièreté d'une marque fondée par l'illustre Rupert Neve sur une gamme d'interfaces audio entrée de gamme, il est idiot de juger un fabricant de microphones sur leurs produits grand public entrée de gamme. Ces conclusions sont donc fausses et précipitées, mais compréhensibles pour qui passe en coup de vent sur une de mes vidéos. Telle n'a donc pas été ma surprise quand j'ai été contacté par le responsable communication de Logitech for Creators fin juillet. Celui-ci m'a gentiment proposé un entretien en vidéoconférence pour me donner un aperçu en avant-première d'un nouveau micro dynamique et d'un système d'éclairage. À l'issue de celui-ci, il a été convenu d'un envoi de ses produits, ce que j'ai accepté une fois assuré de ma complète liberté éditoriale. Et une fois de plus, si vous êtes un habitué, vous savez que je n'accepte pas des produits à présenter à tort et à travers. Alors si j'ai dit oui, c'est que quelque chose de bon se tramait. En effet, ce qui était annoncé à l'écrit comme un simple nouveau micro dynamique s'est révélé être un ambitieux concurrent au Shure SM7B, avec une esthétique inspirée mais grandement actualisée, une construction 100% métallisée, des ajustements de sonorité et un préampli intégré. Grand amateur du SM7B que je suis, ma curiosité a donc été plus qu'attisée par cette potentielle alternative à la ligne raffinée et à la bonnette rouge pétant. Mais l'esthétique ne fait pas tout. Et mon expérience avec le caractère des micros Blue avait juste ici laissé un arrière-goût amer. Le Sona serait-il le micro capable d'éliminer ce parfum déplaisant? Forme-t-il une réelle concurrence au Shure SM7B? Lequel choisir? Eh ben, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo de présentation dédiée. Une vidéo plutôt longue car très approfondie. J'ai eu du mal à garder ma bouche fermée sur tout ce qui était conception, produit, emballage, etc. Donc si un passage ne vous intéresse pas plus que ça, je vous invite à passer en avance rapide ou suivre les chapitres dans la barre de lecture. Et une vidéo qui, comme vous aurez pu le deviner avec mes explications précédentes, n'aurait pas eu lieu sans la marque qui m'a envoyé elle-même ce produit. Ces produits sont un don, ce qui forme l'ensemble de ma rémunération. La marque n'a pas interféré dans la production de cette vidéo, garantissant une authenticité du propos et une complète liberté éditoriale. Pour finir, aucune copie de revue a été envoyée à la marque avant publication. Ceux-ci voient donc cette vidéo pour la première fois en même temps que vous. Commençons par le traditionnel déballage. Et franchement, si cette étape n'était pas d'usage, je l'aurais imposée pour cette revue tellement cet emballage me plaît. Vous le savez si vous avez regardé mes vidéos sur le Speed Editor ou la Fairlight Desktop Console, les polices sans sérif, les couleurs vives et les jeux géométriques simples, c'est mon truc. Donc autant dire que cet emballage coche pour moi la case de l'esthétique. En termes d'information, le produit trône fièrement sur chaque face de la boîte. Les icônes en bas à gauche de la face avant donnent les points notables de ce micro, préampli clear-amp intégré, conception Blue Microphones et Connectic XLR, et la face arrière donne un aperçu étendu des capacités de celui-ci, donc case cochée ici aussi. Enfin, en termes d'environnement, l'ensemble de l'emballage est en papier et carton partiellement recyclé et intégralement recyclable, y compris les inserts à l'intérieur de celui-ci. La seule partie qui fait exception est la fine pellicule plastique appliquée sur le corps du micro pour le protéger lors des étapes finales en usine. Les deux premières notions ne sont pas particulièrement travaillées par la marque pour rien. En effet, pour la première fois sur la chaîne, le produit que je vous présente est trouvable dans la grande distribution. Logitech étant le géant qu'ils sont, ce produit apparaîtra très probablement dans les espaces dédiés à la création de contenu des Fnac par exemple. Alors avoir un emballage qui retient l'œil et informe clairement, c'est maximiser les chances de vendre et d'éviter un choix inadapté pour l'acheteur. Bref, assez parlé de l'extérieur de la boîte. Une fois l'attente insoutenable du coulissement de la boîte passée, vous serez accueilli par un agencement élégant, mettant bien en avant le micro. Sous le rabat, qui se dédouble intelligemment en guide de démarrage rapide, vous trouverez le classique dépliant d'avertissement et de garantie. Un adaptateur 5/8 vers 3/8 et 1/4 pouce, et ça c'est quand même vachement bien, et une deuxième bonnette de couleur rouge. Comme pour l'extérieur de la boîte, l'expérience de déballage est d'une élégance indéniable, et il est bon de constater que toute l'intelligence de conception n'a pas été dépensée que dans celle-ci. Les accessoires sont top. La bonnette supplémentaire prolonge non seulement la durée de vie du produit en cas de perte ou de dégradation de la première, mais elle laisse un choix additionnel sur l'esthétique de son micro. Quant à l'adaptateur de filetage, le fait que celui-ci propose une adaptation vers les pas de vis micro 3/8 et vidéo photo 1/4 pouce est tout simplement génial, pour assurer une fixation sur n'importe quel bras ou pied. Penchons-nous maintenant sur le micro, voulez-vous ? Sur le plan esthétique, chacun aura son petit mot à dire, mais pour ma part, j'adore. La ligne est épurée, la finition satin, d'ailleurs disponible en noir et blanc cassé, et peu réfléchissante, lance asymétrique et du plus bel effet, et l'utilisation de formes géométriques simples crée un ensemble discret mais élégant. J'apprécie tout particulièrement la localisation des logos de certification et d'informations légales, cachés sous la bonnette pour ne pas rompre l'esthétique de ce micro.
Une sobriété maintenue par la discrétion du logo Logi for Creators, intégré à l'insert XLR en direction du locuteur, et le jeu de matière sur le logo Logi en direction de l'audience. C'est une identité qui dévie énormément de celle de Blue, ce qui vient justifier la double identité de ce produit, et qui n'est pas là pour me déplaire. Côté matériaux, l'entièreté du micro est en fonte d'aluminium et renvoie une impression de solidité évidente et un poids rassurant, bien qu'inférieur au SM7B et Dynacaster, qui sont quand même des sacrément gros bébés. Le fourreau de la prise XLR est usiné dans le corps du micro, assurant une solidité sans faille, et la grille protégeant la capsule ne montre pas d'excroissance pouvant s'arracher en cas de forte contrainte physique. Les seuls éléments non métalliques sont la bague de la bonnette et les interrupteurs de sonorité. Techniquement parlant, le Sona est un micro facile à exploiter et bien conçu. La fixation peut pivoter librement sans dévisser le micro, comme sur un SM7B ou un PodMic. La bague de serrage est fluide, facile à prendre en main et dispose de butées pour ne pas risquer d'être dévissée par inadvertance. Les bonnettes sont retenues par un système d'aimant efficace, tout comme la trappe masquant les interrupteurs de sonorité. Ceux-ci ne nécessitent d'ailleurs pas d'outils pour être ajustés contrairement au SM7B et Dynacaster, et leur statut est clairement indiqué par la couleur de leur arrière-plan, ce qui n'est pas sans rappeler des éléments d'interface informatique. Ils sont au nombre de deux, un appliquant un filtre coupe bas pour atténuer la prise de vibration, bruit de manipulation ainsi que l'effet de proximité, et un autre accentuant le haut médium pour effectuer un boost de présence. On est donc sur les mêmes ajustements que le SM7B, mais avec une ergonomie bien améliorée et une esthétique parlante. J'ajoute que la marque n'a pas encore publié de fiche technique, indiquant la courbe de réponse en fréquence du microphone et les modifications appliquées par ses interrupteurs. Ce retour a été transmis à mon intermédiaire chez Logitech, nous verrons ce qu'il en devient. Vous noterez aussi le manque d'interrupteur pour le préampli intégré. Celui-ci sera donc constamment engagé, contrairement à celui du Dynacaster. Et vous devrez fournir une alimentation fantôme 24 ou 48 volts pour obtenir un son de ce micro. Celui-ci applique un gain de plus 25 dB par rapport au niveau de base de la sortie de capsule. Une valeur pertinente quand son utilisation est facultative, ce qui n'est pas le cas ici et ne pose pas vraiment de problème. Parlons-en d'ailleurs de la capsule. Celle-ci aborde une directivité super cardioïde, bien plus resserrée horizontalement que le classique cardioïde, assurant une captation focalisée sur ce qui est devant le micro, pas derrière et encore moins sur les côtés. L'autre caractéristique notable est sa conception en double membrane. La première, dite active, se charge de prendre le son face au micro, et la seconde, dite passive, se charge des bruits de manipulation et vibration. Le mouvement de cette dernière, inversé par rapport à la première, permet d'éliminer une grande partie de ces bruits indésirables via un phénomène d'annulation de phase, rendant ainsi ce micro très peu sensible aux bruits de manipulation. Comme celle du SM7B et du Dynacaster, cette capsule est par ailleurs suspendue sur un anneau de caoutchouc pour minimiser une fois de plus la prise de bruit de manipulation. Pour les autres caractéristiques sur lesquelles il y a peu de commentaires à faire, je vous invite à vous en référer à la page produit du Sona qui fera un travail bien plus efficace que moi pour vous les exposer. Et si je peux me permettre un commentaire personnel, je la trouve absolument magnifique. Genre, ça n'a aucun sens de faire une capsule aussi jolie. Ces anneaux en alu là, Maintenant que vous savez tout sur ce micro et son emballage, la principale question que vous devriez avoir en tête, c'est comment que ça sonne. Pour répondre à cette question, je vous propose de suivre mon protocole habituel de test, suivi par une comparaison avec deux micros de sa catégorie, le Shure SM7B, bien évidemment, et le SE Electronics Dynacaster. Puis une démonstration de ce qu'il est possible d'obtenir du Sona avec une chaîne de traitement bien travaillée. Une fois ces tests passés, je vous partagerai bien évidemment mes impressions. Alors mettez votre meilleur casque ou allumez vos enceintes de monitoring, et c'est parti. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro. Ces disparités dans le comportement du micro peuvent mener à des défauts, tels que les plosives, soit un plaquage de la membrane du micro qui est insuffisamment isolé de l'air généré par la prononciation de syllabes du même nom, comme les P, B et K. Un défaut accentué par une mise en avant du grave et du bas médium. Tout microphone présente également le défaut de l'effet de proximité, qui est une accentuation du grave, plus la source sonore est proche de la membrane de celui-ci. Un problème physique difficile à compenser sur les microphones directionnels, mais cependant accentué par une mise en avant du bas du spectre évoquée précédemment. À l'opposé du spectre, une accentuation des aigus et au médium peut rendre les syllabes sifflantes comme les C, T et S tranchantes et désagréables. Une manière simple de réduire l'effet de proximité est l'application d'un filtre coupe bas ou passe haut, qui atténue le bas du spectre, réduisant la quantité inhabituellement élevée de graves et la capture de vibrations causées par la méthode de fixation. Ce filtre est actuellement désengagé. Et on va l'engager avec l'interrupteur à l'arrière. Dans le cas de ce microphone, des interrupteurs permettent les modifications de la signature sonore. Dans le cas présent, aucun interrupteur est enclenché.
Dans le cas présent, le filtre coupe bas passe haut que vous avez entendu précédemment est enclenché, appliquant une atténuation du grave à une fréquence et un gain indéfinis, de par le manque de fiches techniques indiquant cela. Mais voilà ce que ça donne. Dans le cas présent, l'interrupteur du boost de présence, également indéfini en niveau et en fréquence et en largeur, est appliqué. Celui-ci effectue donc une remontée du haut médium du spectre, permettant de rajouter de l'intelligibilité, de la clarté, de la définition à la voix ou à une quelconque source sonore. Et dans le cas présent, les deux interrupteurs sont enclenchés, le boost de présence et le filtre coupe bas, appliquant donc une atténuation de l'extrême grave du bas du spectre et une accentuation du haut médium, pour ajouter cette intelligibilité et de l'autre côté, couper l'effet de proximité ou les éventuelles perturbations sonores comme les bruits de manipulation du micro et du bras micro. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester la résistance au bruit hors axe du microphone. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en se déplaçant autour du microphone permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons hors axe. Et comme vous pouvez le voir sur ce micro, elle est sacrément phénoménale de par le fait qu'on est sur un micro hypercardioïde. Vraiment, ça coupe très vite. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Ces disparités dans le comportement du micro peuvent mener à des défauts, tels que les plosives, soit un plaquage de la membrane du micro qui est insuffisamment isolé de l'air généré par la prononciation de syllabes du même nom, comme les P, B et K, comme les P, B et K, comme les P, B et K. Tout microphone présente également le défaut de l'effet de proximité, qui est une accentuation du grave, plus la source sonore est proche de la membrane de celui-ci. Qui est une accentuation du grave, plus la source sonore est proche de la membrane de celui-ci. Qui est une accentuation du grave, plus la source sonore est proche de la membrane de celui-ci. À l'opposé du spectre, une accentuation des aigus et au médium peut rendre les syllabes sifflantes comme les C, T et S tranchantes et désagréables. Peut rendre les syllabes sifflantes comme les C, T et S tranchantes et désagréables. Peut rendre les syllabes sifflantes comme les C, T et S tranchantes et désagréables. Une manière simple de réduire l'effet de proximité est l'application d'un filtre coupe bas ou passe haut, qui atténue le bas du spectre. Ce filtre est actuellement désengagé. Et on va l'engager avec l'interrupteur à l'arrière. Dans le cas de ce microphone, des interrupteurs permettent les modifications de la signature sonore. Dans le cas présent, le filtre coupe bas passe haut que vous avez entendu précédemment est enclenché, appliquant une atténuation du grave à une fréquence et un gain indéfinis, de par le manque de fiches techniques indiquant cela. Dans le cas présent, l'interrupteur du filtre coupe bas est enclenché, appliquant une atténuation du grave à partir des 200 Hz. Dans le cas présent, l'interrupteur d'atténuation du grave est enclenché, appliquant une atténuation de moins 3 dB sur l'ensemble du grave à partir des 150-200 Hz. Dans le cas présent, l'interrupteur du boost de présence, également indéfini en niveau et en fréquence et en largeur, est appliqué. Dans le cas présent, l'interrupteur du boost de présence est enclenché. Une accentuation qui commence à partir des 1 kHz et qui commence vraiment à entrer en jeu à partir des 2-4 kHz avec une accentuation de 4 à 5 décibels de cette partie du spectre. Dans le cas présent, l'interrupteur du boost de présence est enclenché. Et celui-ci, sur ce micro, applique une accentuation de l'aigu de 3,5 dB
qui débute à partir des 2 kHz et prend fin aux alentours des 10 kHz, prenant l'entièreté de son accentuation au niveau des 6-7 kHz. Et dans le cas présent, les deux interrupteurs sont enclenchés, le boost de présence et le filtre coupe-bas, appliquant donc une atténuation de l'extrême grave du bas du spectre et une accentuation du haut médium. Dans le cas présent, les interrupteurs du filtre coupe-bas et du boost de présence sont enclenchés, appliquant une atténuation du grave et une accentuation du haut du spectre, permettant de rajouter de la clarté, de la définition, de l'intelligibilité à la voix ou à une quelconque autre source sonore. Dans le cas présent, les interrupteurs d'atténuation du grave et d'accentuation de boost de présence, d'accentuation du haut médium aigu sont enclenchés. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester la résistance au bruit hors axe du microphone. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en se déplaçant autour du microphone permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons hors axe. Et comme vous pouvez le voir sur ce micro, elle est sacrément phénoménale de par le fait qu'on est sur un micro hypercardioïde. Vraiment, ça coupe très vite. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en se déplaçant autour du microphone permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons hors axe. Et sans grande surprise, vous remarquerez que le SM7, de par sa directivité cardioïde comparée au supercardioïde du Sona, détimbre beaucoup moins vite et atténue beaucoup moins quand le son est hors axe. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en se déplaçant autour du microphone permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons hors axe. Et comme vous pourrez le constater sur le Dynacaster, on est sur quelque chose d'un petit peu plus violent que le SM7, un poil plus violent que le SM7, mais toujours bien moins sévère que ce que propose le Blue Sona, de par le fait que c'est un super cardio. Voilà. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Et la vidéo sur le Sona sortira ce dimanche à 18 h. Il est à mon bureau et c'est pas pour rien. Je vais pas tout vous dévoiler étant donné qu'il y a une vidéo qui sort ce dimanche et que j'ai envie que vous la regardiez parce que j'ai mis beaucoup d'efforts. Surtout en termes d'écriture, ça va être une vidéo très longue pour un seul micro. Je tiens à vous avertir parce que d'un côté, il y a ma petite conscience qui me disait non, faut pas watch time mes couilles, va pas faire une vidéo trop longue, les gens ils vont dire qu'ils s'en foutent, mais de l'autre, les gens ils ont la touche avance. Si ça les intéresse pas, ils auront qu'à passer à la suite. Donc arriver en bon port et dès le premier jour. Et je ne l'attendais absolument pas. Et donc ça fait plusieurs heures. Un après-midi entier que j'attends. Une après-midi entière que j'attends. Dieu que ça a été long. Dieu que ça a été long. Donc voilà, je vais pas vous faire attendre parce que moi j'en peux plus d'attendre. Qu'y a-t-il dans ce colis, bordel? Le Blue Sona, ça c'est sûr. En quelle couleur? Ça reste à déterminer. En noir, ok. Parce que donc de ce qu'on a vu, il y avait dans le premier temps leur système d'éclairage à la Litra, suivi de près par donc le Blue Sona qui est un micro dynamique actif, enchaîné par leur système de conduite. Donc on a dedans là le volant, les pédales. Ouais, non, la Litra, elle n'est pas sur leur site officiel. Que tirer comme conclusion de ces démonstrations et comparaisons? Je vous invite à partager vos impressions en commentaire. Pour ma part, voici ce que j'ai remarqué. Lors du test normalisé, on remarque assez rapidement le caractère relativement neutre et peu affirmé du Sona. Bien qu'il ait les limites dans l'aigu qu'on attend d'un dynamique, c'est un micro avec une signature sonore plutôt discrète et précise. Une uniformité relative qui contribue à garder les plosives et sifflantes sous contrôle. Bien que ces dernières ressortent un tantinet dans le haut du spectre, les plosives sont efficacement atténuées par la bonnette et la distance entre celle-ci et la capsule. Elles ne sont pas accentuées par une quantité excessive de graves. Cette modération du bas du spectre et cette légère distance avec la capsule résultent en un effet de proximité présent, mais raisonnable et flatteur. Pour contrer les prises de vibration et bruit de manipulation, dont les restes sont principalement situés dans le bas du spectre grâce à la suspension et à la seconde membrane, le filtre coupe-bas intégré est plus qu'efficace.
Trop même, il vient manger une bonne partie de la rondeur de la voix. Privilégiez donc les filtres intégrés à votre interface audio, mélangeur ou tranche de console et utilisez celui-ci en dernier recours ou si votre appareil n'en dispose pas. Le boost de présence, quant à lui, accentue sévèrement le haut médium et rend les sifflantes un poil tranchantes. Sur ma voix en tout cas, c'est un filtre que je préfère garder éteint. Il sera probablement plus convaincant sur des voix avec un aigu restreint et ou des sifflantes raisonnables. En termes d'isolation des bruits hors axe, je pense que le meilleur résumé est que ce micro est un foutu laser. C'est un super cardioïde et ça s'entend. Bonne surprise également du côté du préampli ClearAmp. Celui-ci porte bien son nom, proposant une amplification efficace, sans introduire de parasites ou de bruit significatif. Et enfin, comme d'habitude sur un dynamique, la distorsion sera introduite par le préampli de votre interface audio, mélangeur ou tranche de console, plus que par le micro en lui-même. Le ClearAmp n'y change heureusement rien, il a de la marge. Dans la comparaison, le Sona renvoie une sonorité plus terne que le SM7B, avec un bas médium et un haut médium moins prononcé, une résistance égalo-plosive, un filtre coupe-bas aussi radical et un boost de présence plus discret. Pour traduire le mieux possible mon sentiment, je dirais que le Sona sonne comme non traité, là où le SM7B donne directement l'impression d'avoir été égalisé et compressé. Il renvoie une sensation de densité que le Sona laisse de côté au profit de la neutralité. Face au Dynacaster, celui-ci présente une fois de plus une sonorité plus ronde et équilibrée, avec un haut médium aigu moins accentué et bien moins chimique. Une résistance égalo-plosive, un filtre coupe-bas bien plus efficace et un boost de présence à un niveau proportionnel. Il triomphe également par une bien meilleure résistance au bruit de manipulation, bien que les 5 dB de plus du préampli Dynamite ne le rendent un tantinet jaloux. Les écoute pas s'il te plaît. Au final, le Sona est selon moi le plus équilibré des trois. Par effet de contraste, nombreux pourraient le qualifier de terne ou de mort, mais je ne suis pas de cet avis, et c'est facilement prouvé par les résultats après traitement. Avec une chaîne similaire et quelques ajustements pour coller au caractère de chaque micro, le Sona donne le résultat le plus équilibré. Son caractère doux et discret en fait un micro bien plus adaptable et polyvalent que le SM7B ou le Dynacaster. En effet, il offrira un résultat égal sur un plus grand nombre de voix, et laissera une liberté non négligeable à la phase de traitement. C'est particulièrement surprenant pour un micro Blue d'entrée de gamme, quand on sait que les Spark et Bluebird sont des caractères très affirmés. Ici, le micro applique son petit quelque chose, mais sans en tapisser la prise de son. C'est à l'image de son design. Singulier, mais discret. Ouf, quelle aventure! Mais que conclure de toutes ces expériences? Voici mes réponses aux questions posées en introduction. Première question, le Sona est-il le micro capable d'éliminer le parfum, la note, que dis-je, l'impression déplaisante de mes essais des autres micros de la marque? Je pense sincèrement que la réponse est oui. À travers le Sona, Blue ont réussi à prouver leur capacité à faire des micros aussi expressifs qu'équilibrés, avec une attention notable à l'esthétique, l'expérience de déballage, l'empreinte écologique, la qualité de fabrication et la simplicité d'utilisation. On a là une once, un aperçu de ce qu'une collaboration entre Blue et Logitech, qui les ont rachetés en 2019, peut donner, avec l'expertise dans tout ce qui est son de Blue et l'ADN esthétique de conception, d'éco-conception de Logitech. Le Sona témoigne d'une capacité à fournir aux créateurs des outils adaptés à leurs besoins et leur environnement de travail, et d'une maîtrise des technologies pour y parvenir. Bien que son esthétique risque d'être un facteur polarisant et que sa signature sonore ne plaira pas à toutes les oreilles, c'est un micro indéniablement bien conçu, adapté aux besoins du public visé et avec une grande capacité d'adaptation. Deuxième question, le Sona forme-t-il une réelle concurrence au Shure SM7B? Là aussi, la réponse est oui, mais pas forcément pour tout le monde. Dans le cas des créateurs de contenu, podcasteurs et autres milieux où la voix parlée est le cœur de métier, c'est oui. Le Sona est un microphone plus adaptable, esthétique, économe et compact que le SM7B. En plus de ne pas causer d'investissement inattendu, il a le luxe d'être un poil moins cher. Dans le cas des professionnels, que ce soit en radio, en production musicale ou que sais-je encore, la réponse est cependant plus tempérée. Il est clair que le Sona représente une alternative bien sonnante et bien construite au SM7B, avec une flexibilité accentuée grâce au préampli intégré. C'est un micro utilisable dans les mêmes conditions, avec un caractère bien différent. Reste à savoir lequel des deux vous plaît le plus. Dans un contexte professionnel, les faiblesses de ce micro reposent en vérité par le manque d'accessoires et de pièces détachées à l'heure actuelle. Le démontage du micro, bien que relativement aisé, demande de retirer les autocollants autour de la grille et au niveau des interrupteurs de sonorité, causant une rupture de garantie et une dégradation esthétique évidente. Ce n'est pas les autocollants les plus récalcitrants auxquels j'ai fait face, mais ils sont capables de se défendre et créent un véritable rempart pour le démontage et la maintenance de ce micro, qui est crucial dans l'univers professionnel. Troisième et dernière question, lequel choisir entre le Sona et le SM7B? Pour donner une image, ces deux micros sont un peu comme le même parfum chez deux glaciers différents. Ils veulent atteindre le même but et ont un ADN similaire, mais ce ne sont pas les mêmes pour autant. Si vous avez du budget, que vous tenez à obtenir une tonalité radio à tout prix et que le micro vous donne la direction à suivre, le Shure SM7B reste indétrônable. Sa tonalité gavée de caractère en fait un micro facile à exploiter pour obtenir un caractère chaleureux et dense.
En revanche, si vous avez un budget plus restreint, que vous n'aimez pas les frais cachés, que vous n'êtes pas encore certain du résultat désiré, mais que vous savez qu'un micro dynamique est l'option à privilégier, le Bluesona est une excellente idée. Son caractère mat et discret, accentué si nécessaire par les interrupteurs à l'arrière, accompagné de son préampli intégré et de sa directivité ultra resserrée, en fait un micro bien plus polyvalent que le SM7B pour les gens normaux. Et c'est cette dernière expression, d'ailleurs située dans le titre de cette vidéo, qui pour moi résume le mieux mon propos, et ce que j'imagine être l'intention de Blue avec ce micro. Le Sona est un Shure SM7B pour les gens normaux, un micro dynamique end address de première qualité, avec une esthétique revue au goût du jour, une facilité d'utilisation et de compréhension, une expérience de déballage travaillée et une liberté d'apparence grâce aux 2 couleurs proposées et aux bonnettes de couleur. C'est mon coup de cœur le plus inattendu de 2022 et le micro qui risque de trôner à mon bureau pendant encore un certain temps. Si ça c'est pas la preuve qu'il y a quelque chose à voir, je vois pas ce qu'il vous faut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation du Logitech for Creators Bluesona. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. À me faire part de vos questions, remarques, suppositions, retours sur ce grand dossier, sur le micro, sur ce format bien plus approfondi en commentaire. Juste au-dessus, en description, vous retrouverez bien évidemment des liens d'achat affiliés et des pages produits pour le Bluesona et le SM7B si jamais au final celui-ci se révèle être votre choix privilégié. Un grand merci à Julien, mon intermédiaire chez Logitech et à travers lui à l'ensemble de la marque qui m'ont accordé leur confiance et qui m'a envoyé ces très jolis produits tout en me laissant une totale complète liberté éditoriale. Si jamais vous souhaitez voir plus de contenu, je vous invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux ci-dessus. Et oui, j'ai enfin une outro. Et si jamais vous souhaitez contribuer à la réalisation, à la continuité du contenu que je réalise, à me soutenir, que ce soit via un don direct ou récurrent sur Utip, depuis la fonctionnalité interne de YouTube, ou en faisant vos achats via mon lien affilié Thomann. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à travers ce visionnage de m'avoir accordé votre confiance, moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.